Comme annoncé la dernière fois, aujourd'hui, je vais te parler de perspective. Je sais qu'en général, elle effraie beaucoup les nouveaux venus dans l'art de la gribouille. D'ailleurs, pour certains, la perspective s'apparente un peu trop aux mathématiques et plus spécifiquement à la géométrie. Il y a un peu de vrai là-dedans, mais pas de panique, on va voir ça ensemble. Avant toute chose, il faut savoir que lorsqu'on parle de perspective en dessin, il en existe plusieurs types. Pour simplifier, on peut déjà distinguer deux grandes familles. La perspective isométrique d'un côté et la fameuse perspective à point de fuite de l'autre. Pour te décrire la perspective isométrique, c'est très simple. C'est celle que l'on peut voir dans de nombreux jeux rétro, tels que les Zelda en vue de haut ou bien les vieux jeux à la SimCity. Dans ce type de perspective, la règle est très simple. Les lignes sont toutes parallèles entre elles. Les axes de hauteur sont parallèles entre eux, tout comme les axes de largeur, ainsi que les axes de profondeur. A l'inverse, dans la perspective à point de fuite, telle que tu peux voir dans tous les jeux 3D et certains 2D, tels que les 3 premiers Resident Evil ou bien Final Fantasy VIII, les lignes ne sont pas toutes parallèles, mais convergent en un ou plusieurs points, les fameux points de fuite. Alors aujourd'hui, pour faire simple, et surtout pour éviter que la vidéo ne dure plus d'1 heure, je ne vais te présenter que la perspective isométrique, et je garde les points de fuite pour le prochain tuto. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Que tu aies envie de dessiner une lampe de chevet, ou bien une chaise de salon, ou bien encore la maison tout entière, ou simplement un banal mammifère, la technique est toujours la même, et ce pour tous les types de perspectives, qu'elles soient isométriques ou bien un point de fuite. Donc, peu importe ce que tu veux dessiner, et comment le dessiner, il faut d'abord l'imaginer dans un carton. Pourquoi un carton, me diras-tu ? Eh bien, tout simplement parce que c'est super facile à dessiner. En perspective isométrique, l'une des méthodes pour gribouiller un carton, ou plus généralement un cube, consiste à tracer l'une de ses faces en premier. L'étape suivante est de retracer exactement la même face, mais décalée par rapport à la première. Peu importe jusqu'où tu la décales, la suite ne change pas. Tu prends les 4 angles de la première face et tu les relis aux 4 angles de l'autre face. Et voilà, tu viens de dessiner un carton en perspective isométrique. Je te l'avais pas dit que c'était très facile ? Ici, comme tu peux le voir, mon cube est transparent. En vrai, seules 3 faces devraient être visibles. La vue de face en rouge, la vue de profil en jaune et la vue de haut en bleu. À ce stade-là, le volume n'est pas clairement défini. Il pourrait très bien être en plein ou bien en creux. Je m'explique. Premier cas, il est en plein, comme un dé par exemple. Deuxième cas possible, il est en creux, comme l'intérieur d'une pièce par exemple, avec une porte et une fenêtre sur un mur et un tapis sur le sol. Bref, que ton volume soit plein ou creux, la seule chose qui compte, c'est les 3 axes que tu auras choisis. L'axe de hauteur, l'axe de largeur et celui de profondeur. En simplifié, 3 familles de lignes parallèles. Une fois que tu as choisi tes 3 axes, il ne faut plus les changer et les appliquer pour tous les autres volumes que tu auras à tracer pour ton dessin. À ce stade-là, un bon exercice consiste à ombrer tes cartons. Au début, le plus simple est de donner une teinte de gris spécifique à chaque type de face. Toutes les faces vues de haut avec la même teinte de gris, et ainsi de suite avec les autres faces. Et après, bien sûr, les ombres portées. Mais là, je vais un peu trop vite. Mettons ça de côté pour l'instant, et revenons à notre cube. Donc, comme je disais, l'avantage d'un carton, c'est que c'est très facile à dessiner. Mais aussi parce que c'est tout aussi facile de le couper en 2 ou bien en 4. Tel un sculpteur qui taille la roche pour faire apparaître les formes, ici, on découpe le cube pour y faire apparaître ce que l'on veut dessiner. Bref, on coupe, on taille, on ajoute de nouveaux volumes, on gribouille de plus en plus de détails, et ainsi de suite. Tu vois l'idée. Alors, inutile de s'attarder ici, et passons directement à la suite. Si tu as bien suivi, en perspective isométrique, on n'a besoin que de 3 axes, et pas un de plus. C'est pourquoi utiliser un quadrillage peut grandement simplifier la tâche. Par exemple, le petit gribouillage de tout à l'heure a été réalisé avec ce type de quadrillage. L'axe de hauteur sur toutes les horizontales, l'axe de largeur sur toutes les verticales, et l'axe de profondeur sur l'une des diagonales de chaque carré. Et je dis bien l'une des diagonales. J'aurais très bien pu utiliser l'autre comme axe de profondeur. Cela change l'angle de vue, mais pas la technique qui reste la même. Suivre les lignes
et construire des cartons les uns sur les autres. Bref, tu l'auras compris, en fonction de l'angle de tes 3 axes, tu construis des angles de vue différents. D'ailleurs, jusque-là, j'ai utilisé les horizontales et les verticales pour les axes hauteur-largeur. Ce n'est pas du tout une obligation. J'aurais par exemple très bien pu utiliser la deuxième diagonale de chaque carré comme axe de largeur, ce qui me donne ce type de quadrillage. Bon, très honnêtement, ce n'est pas mon angle de vue favori, mais il sera parfait pour ce qui va suivre. D'expérience, il y a quelques objets à dessiner idéal pour se familiariser à tout type de perspective. Je ne vais pas te les faire tous, mais en voici 3 que je trouve particulièrement appropriés pour un premier pas. La chaise, le rouleau de PQ et le toit d'une maison. Crois-moi, ce sont des incontournables, et réussir à les tracer correctement te donnera les clés pour la plupart des autres constructions. Bref, sans plus attendre, je commence par le premier incontournable, autrement dit, la chaise. Première étape, je commence par gribouiller le carton dans lequel est rangée la chaise. En premier, la face du haut, puis le profil et la vue de face. Ensuite, il faut couper le carton en 2. Pour ce faire, je choisis une face et je trace ses diagonales. Comme elle se coupe pile poil au milieu, j'utilise ce nouveau point pour y faire passer ma ligne de coupe parallèle à son axe. Ici, l'axe de profondeur. Et puis, je prolonge le trait de coupe aux autres faces en changeant d'axe. Sur la vue de face, le trait sera parallèle à l'axe de largeur, puis face suivante parallèle à l'axe de profondeur, et de nouveau parallèle à l'axe de largeur pour finir le tour du carton. Et voilà, tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu as déjà fini et la chaise est dessinée. Si tu ne la vois toujours pas, laisse-moi t'aider. Bon, c'est pas la plus belle chaise du monde, c'est vrai, mais c'est quand même pas mal pour un début. Après, à toi de lui apporter un peu plus de volume et de la personnaliser à ta sauce. Si tu utilises un quadrillage, c'est encore plus simple. C'est même un jeu d'enfant, et les amateurs de Minecraft devraient très vite comprendre. Ajoute du volume à ta chaise en suivant les lignes. Fais plusieurs tests, joue sur l'épaisseur, et quand tu seras satisfait du résultat, colorie-la en ajoutant une teinte différente pour chacune des 3 faces. Une teinte claire pour toutes les faces correspondant à la vue de haut, si ta lumière vient du haut, et 2 teintes plus foncées pour les vues de face et celles de profil. Bref, une fois fini, mets ta création de côté et tente un exercice un peu plus compliqué. Redessine exactement la même chaise, mais cette fois-ci, retournez les 4 pieds en l'air. La construction et la découpe du carton ne changent pas. La seule chose qui change, c'est donc le sens. Au lieu de commencer par donner du volume au dossier de la chaise, je commence par ses 4 pieds. À partir de là, c'est comme tout à l'heure. Je suis les lignes et j'ombre le tout. Je ne m'attarde pas plus, mais pour être sûr que tu as bien compris, un dernier exercice avec la chaise. Ce coup-ci, tente de la dessiner couchée par terre. Bien évidemment, je parle de la chaise et pas de toi. Tu es libre de dessiner dans la position que tu veux et où tu veux. Mais là, je m'égare. Donc, comme je disais, tentons de dessiner la chaise couchée sur le sol. Comme tout à l'heure, je commence par la vue de haut et j'enchaîne avec la vue de profil et celle de face. J'utilise les diagonales d'une face pour la couper en 2, je prolonge la découpe sur les 3 autres faces pour couper le carton en 2 et je trace les faces invisibles. À partir de là, je dois une nouvelle fois choisir dans quel sens est couchée la chaise. On ne dirait pas, mais il y a 8 possibilités. 4 possibilités avec les pieds en premier plan et 4 avec les pieds en arrière-plan. Du coup, puisqu'il faut en choisir une, je te propose celle-là. Il n'y a pas vraiment d'ordre, tu peux commencer où tu veux. De mon côté, je vais commencer par les pieds. Et la suite, je l'improvise au fur et à mesure en suivant les lignes du quadrillage. Enfin voilà, c'était le premier des 3 incontournables de la perspective. Passons au deuxième, le fameux rouleau de PQ. Pour le début, c'est comme d'hab, je commence par dessiner le carton. Étant donné qu'un rouleau de PQ, ce n'est rien d'autre qu'un tube, la face qui sera un cercle doit être un carré. Et oui, en perspective, si tu veux dessiner un cercle, commence par un carré. L'astuce consiste à dessiner le drapeau anglais dans ce carré. Autrement dit, tracer les diagonales et les médianes. Si tu traces au compas un cercle dans un carré, tu verras qu'il coupe toutes les diagonales à un peu plus d'un quart. Et il coupe les médianes écrasées contre les 4 côtés du carré. Je relie tout ça et j'ai un cercle. Je dois le reconnaître,
c'est un coup de main à prendre, et les premiers essais sont souvent catastrophiques. Mais ne te décourage pas, à force de faire, le coup se chope assez vite. J'imagine que tu dois te demander l'intérêt de tous ces traits, alors qu'un simple compas fait très bien l'affaire. C'est vrai, dans cet exemple, un compas suffirait. Mais tu vas vite voir qu'en perspective, les cercles sont rarement ronds. Dans ces cas-là, le compas ne sert plus à rien. Alors autant s'exercer à faire 100 tout de suite. Bref, je continue et trace un carré plus petit au milieu du premier. Comme tout à l'heure, je coupe un peu plus d'un quart chaque diagonale et l'extrémité des médianes. Je relie les 8 points et le tour est joué. Ne reste plus qu'à répéter l'opération du gros cercle à la face opposée et de relier les deux cercles. Une petite couche d'ombre pour faire joli, et voilà le travail. Comme pour la chaise, tentons de redessiner ce rouleau de PQ couché sur le côté. Si tout à l'heure, tu ne comprenais pas l'utilité de tracer le cercle à main levée, là, tu devrais comprendre. Ce coup-ci, la face qui va accueillir le cercle n'a plus du tout la forme d'un carré. La technique du drapeau anglais s'impose donc. Comme tout à l'heure, je coupe les diagonales ou un peu plus d'un quart, et j'écrase le cercle contre les 4 côtés du carré, là où passent les médianes. Je relie les points, et voici un cercle déformé par la perspective. Les étapes suivantes, tu dois t'en douter, c'est les mêmes que tout à l'heure. Je refais un carré plus petit dans le premier pour tracer un cercle plus petit, et sur la face opposée, je retrace un gros cercle. Je relie les deux, j'ombre, et on en a fini avec le rouleau de PQ. On peut passer au dernier des 3 incontournables de la perspective, autrement dit, le toit d'une maison. Sans surprise, je commence par le carton d'emballage. Comme pour la chaise, je choisis une face pour y tracer les diagonales et ainsi le couper en deux. Inutile que la découpe fasse tout le tour, les 2 faces visibles seront amplement suffisantes. Bref, sur la première face, j'utilise ces 3 points pour les relier et ainsi tracer un triangle. Je fais la même chose sur la face opposée et je les relie toutes les deux. Et voilà la base du toit. Pour compliquer un peu la chose, je rajoute une cheminée. Ici, l'astuce consiste à savoir comment la couper pour l'encastrer sur la pente du toit. Rien de plus simple, il suffit de couper le pied de la cheminée parallèlement à l'inclinaison du toit. On relie les points et voilà, le tour est joué. Dernier petit exercice, dessiner la même cheminée mais sur l'autre pente du toit. Je prolonge la découpe le long du toit et la fais basculer de l'autre côté. Ce coup-ci, les traits sont parallèles à la deuxième pente. Je tire les coins de la cheminée parallèlement, je relie tout ça et voilà, ne reste plus qu'à ombrer. Enfin bref, comme tu as pu le voir, utiliser un quadrillage facilite énormément la pratique de la perspective isométrique. C'est pourquoi je t'invite grandement à te créer tes propres quadrillages pour tenter plein d'angles de vue différents. Et quand tu auras bien chopé le coup de main, tu pourras t'en passer sans souci. Comme on n'en est pas encore là, voyons ensemble comment se concocter de bonnes grilles en perspective isométrique. Pour commencer, une simple grille constituée de carrés peut suffire. Ensuite, arbitrairement, choisis une ligne d'au moins 3 carrés. Si tu en veux plus, rien ne t'en empêche. Ce sera notre matrice à perspective. Le truc, c'est d'utiliser tous les carrés pour y tracer l'axe largeur et l'axe profondeur. Par exemple, une diagonale pour les 3 premiers carrés et une autre dans l'autre sens pour les 2 qui restent. Tu peux bien sûr tenter d'autres configurations, ne t'inquiète pas, elles marchent toutes. Bref, une fois que tu as fait ton choix, reporte tes 3 axes pour en faire un quadrillage. Pour l'axe de profondeur, la diagonale est ici de 1 carré de haut sur 3 de large. Pour l'axe largeur, c'est une diagonale sur 1 carré de haut et 2 de large. Et enfin, l'axe de hauteur, c'est tout simplement les verticales. Mais pour bien faire, trace-les là où se coupent les 2 autres axes. Et voilà, nouveau quadrillage, donc nouvelle perspective et nouvel angle de vue. Ne reste plus qu'à empiler des cubes sur des cubes pour dessiner ce qui te passe par la tête. Au cas où, je récapitule. Pour faire de la perspective isométrique, il te faut 3 axes. Ces 3 axes, tu peux les orienter comme tu veux. Impossible de se planter. Toutes les positions fonctionnent et donnent un angle de vue particulier. Par contre, une fois que tu as choisi le sens de tes 3 axes, tu ne les changes plus. Bref, pour ce dernier exemple, je pars de ces 3 axes pour construire une nouvelle grille. Sans rentrer dans le détail,
car j'espère qu'à ce stade-là, la marche à suivre est suffisamment claire, j'esquisse une petite vue intérieure avec un escalier, 2 meubles, une porte et quelques tableaux. Et voilà, on peut passer aux choses sérieuses, autrement dit, il est temps d'aborder les ombres et donc de parler lumière. Mais ne nous emballons pas trop vite, je ne vais pas te parler de tous les types de lumière. Je ne te parlerai pas, par exemple, de l'éclairage des ampoules qui se dirige dans toutes les directions. Non, on verra ça en temps voulu, quand nous aurons abordé la perspective à point de fuite. Là, on va opter pour une lumière plus simple, autrement dit, celle du soleil. Et oui, l'avantage de ce type d'éclairage, c'est que tous les rayons de lumière sont parallèles entre eux. Tu vas voir, c'est plutôt simple en fin de compte. Voici un cube et son ombre portée. Pour tracer son ombre, il m'a fallu 2 axes. Le premier, c'est l'axe des rayons de lumière. En vrai, inutile d'en tracer autant. Cet axe est utile que lorsqu'il passe par les sommets de l'objet que tu veux ombrer. En l'occurrence, pour cet exemple, lorsqu'il passe par ces 3 sommets-là. Mais pour tracer l'ombre portée, il faut ajouter un deuxième axe que je vais appeler l'axe de direction. Comme son nom l'indique, c'est lui qui donnera la direction que prendra l'ombre. Pour le tracer, je pars par exemple du 3e sommet. Je descends jusqu'au sommet opposé, et c'est là que j'y fais passer le fameux axe de direction. Il coupe l'axe des rayons de lumière et me donne le premier point de l'ombre. Je réitère l'opération pour les 2 autres sommets, je me reporte à leur sommet opposé, j'y fais passer l'axe de direction, et ainsi de suite. Une fois tous les points obtenus, ne me reste plus qu'à les relier, et voilà. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est l'importance de l'axe direction. C'est vraiment lui qui va orienter l'ombre. Là, par exemple, mon axe par rapport au sol est quasiment à 45 degrés. Plus je vais le rapprocher de 90 degrés, et plus l'objet éclairé sera à contre-jour. Inversement, plus l'inclinaison se rapproche de 0 degré, et plus l'objet sera éclairé de côté. Attention toutefois lorsque l'axe s'aligne avec une face. Il s'agit d'une limite. Au-delà, il faut utiliser le sommet suivant comme point de départ de l'ombre. Pour l'axe de rayon de lumière, c'est pareil. On le décale et on utilise ces 3 sommets-là. Bref, je continue à faire tourner l'axe de direction jusqu'à l'angle de mon choix. Je réitère l'opération pour le point suivant. Quant au 3e, je trace les faces cachées du carton pour le trouver. Et voilà, il ne me reste plus qu'à relier les points comme tout à l'heure. Allez, 2e exemple, un peu plus compliqué. L'ombre portée sur un autre volume. Bien sûr, l'ombre sur le sol ne bouge pas. Par contre, le bout de l'ombre que cache le nouveau volume n'a pas pour autant disparu. Il va falloir la reporter. Pour le faire, je remets les axes. Là où l'ombre coupe le nouveau volume, je le prolonge parallèlement à la surface qu'elle couvre. Si l'ombre portée était sur un mur, elle se prolongerait jusqu'à l'axe de rayon de lumière. Mais là, ce n'est pas un mur. Le 2e carton est moins haut que l'ombre, ce qui fait qu'il la coupe une nouvelle fois. À partir de ce nouveau point, je retrace l'axe de direction jusqu'à ce qu'il coupe l'axe des rayons de lumière en un nouveau point, et ainsi de suite. Je ne m'y attarde pas. À cette échelle, on ne voit plus rien, le bout de l'ombre est trop petit. Mais ne t'inquiète pas, j'y reviendrai en détail prochainement. Là, c'était juste une petite introduction. Alors n'allons pas trop vite et tentons déjà de mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Je récapitule donc. Pour placer les ombres, j'ai besoin de 2 axes. L'axe des rayons de lumière, que je vais mettre par exemple comme ça. Et l'axe de direction, que je vais orienter au pifomètre comme ça. Je commence par le petit mur à droite des escaliers. L'axe des rayons de lumière me montre jusqu'où va être portée l'ombre. Et comme tu peux le voir, il coupe le petit meuble en bois. Je tire un trait parallèle au mur dont l'ombre est portée jusqu'à ce qu'il coupe une nouvelle arête. Et là, à ce point d'intersection, je retrace un nouvel axe de rayons de lumière et le prolonge jusqu'à ce qu'il coupe le sol. Un nouveau trait parallèle au mur que je tire jusqu'à ce qu'il croise une nouvelle arête ou, dans ce cas de figure, le premier axe de rayons de lumière. Bref, je relie tous les points et j'ombre. Passons au petit meuble. Je commence par les axes de rayons de lumière, puis les axes de direction. Je relie les points et j'ombre. Comme tout à l'heure, l'ombre coupe l'arête du mur. Je dois donc prolonger l'ombre parallèlement à celui-ci, jusqu'à ce qu'elle coupe l'axe des rayons de lumière. Et voilà, je pense que tu dois commencer à capter le truc. Je passe donc vite fait sur la suite et ne m'attarde pas plus sur les détails. La technique est toujours la même,
Quand tu l'as compris pour un truc, tu l'as compris pour tous les autres. Des axes direction dans un sens, tous parallèles les uns aux autres, et des axes de rayons de lumière dans un autre sens, tous parallèles entre eux également. Je les fais se croiser en certains points, et enfin, je les relie. Pour le meuble, en haut des escaliers, je vais devoir tricher un peu. Vu qu'il est collé contre le mur, il ne peut normalement pas y avoir de lumière qui provient de derrière. Mais bon, là c'est pour l'exemple, alors on s'en fout, et je vais faire comme s'il n'y avait pas de mur. Du coup, comme tout à l'heure, je croise l'axe des rayons de lumière avec celui de la direction. Bien sûr, je fais ça sur les 3 sommets concernés. Autrement dit, les 3 sommets supérieurs les plus éloignés de la source de lumière. Bref, je relie les points, et ainsi de suite. Pour les objets avec peu de relief, comme la porte ou bien les cadres, je ne me prends pas la tête. Je me contente seulement de l'axe des rayons de lumière et ombre simplement les contours opposés à la source de lumière de chaque objet. Et je termine avec une fausse ombre, sans utiliser d'axe, sur le mur pour cacher ma tricherie avec l'ombre du meuble en haut des escaliers. Bref, je pense que ça fait déjà pas mal d'informations à digérer pour aujourd'hui. J'espère donc que cette première partie consacrée à la perspective t'a plu et que tu y as appris au moins 2-3 petites choses. Si tu n'as pas tout suivi et que je n'ai pas été assez clair sur certains points, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je tenterai de me rattraper sur le prochain tuto où nous aborderons ce coup-ci les fameux points de fuite. D'ici là, prends soin de toi et dessine plein de jolis cubes en perspective isométrique. Et quant à moi, je retourne à mes gribouilles. Alors, ciao!